Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Nouveau numéro des Chroniques de la Vieille Europe, dirigé par Patrick PL. Alors, comme d'habitude, dans le studio, Philippe Christel. Bonsoir Philippe. Bonsoir Patrick. Nous aborderons en dernière partie avec vous l'actualité européenne. Fidèle parmi les fidèles, Lucien Valdès. Bonsoir Lucien. Bonsoir. Et oh, surprise et joie, Grégoire Gambier. Bonsoir Grégoire, votre venue nous remplit de joie et d'allégresse. Oui, ça redevient une habitude. Oui. Bah, je vais vous dire, la preuve, c'est qu'un de nos fidèles auditeurs sur notre blog nous écrit à chaque fois que vous êtes à l'antenne. Et alors, il a la nostalgie de l'époque où vous veniez avec Xavier Van Lier et Olivier Lebrun illuminer nos émissions par votre humour et votre pertinence. Donc, pour certains de nos auditeurs qui ont la nostalgie de cette époque, il n'y a pas eu de scission, Grégoire, vous confirmez. Non, mais du coup, je suis occupé, j'écris sur des blogs. Ouais, voilà. Vous envoyez la trace. Oui, dont l'excellent blog Polémia. Donc, il n'y a pas de scission, rassurez-vous, il n'y a aucune brouille. Nous sommes toujours des grands fans de Jean-Pax Meffray, hein, on peut le dire. Plus que jamais. Plus que jamais. Voilà, c'est fait pour les explications. Donc, Grégoire, si vous êtes avec nous ce soir, c'est aussi grâce à la présence de notre invité. Nous avons la chance de réavoir le colonel Michel Goya sur Radio Courtoisie. Bonsoir Michel Goya. Bonsoir. Nous vous avions reçu sur Radio Courtoisie pour votre livre sur l'Irak, et comme vous avez récidivé l'année dernière avec un nouveau livre, Res Militaris, de l'emploi des forces armées au XXIe siècle aux éditions Economica, il nous paraissait important de vous avoir une nouvelle fois dans nos studios. Alors cette fois-ci, Michel Goya, vous avez réuni l'ensemble de vos notes qui ont été rédigées pendant 2 ans pour le général Jean-Louis Georgelin, qui a été chef d'état-major des armées françaises jusqu'au mois de février 2010. Et je vous avoue que quand Lucien Valdès m'a parlé de votre livre, j'ai eu peur de ne strictement rien comprendre. Ayant terminé, moi, comme caporal-chef dans les chasseurs alpins, ma compréhension de la chose militaire était plutôt très limitée. Donc c'est pour ça que Grégoire... Ouais, non, c'est bien les chasseurs alpins aussi, hein. Oui, mais enfin, en tant que caporal-chef, il est beaucoup plus difficile sur le plan stratégique de s'y connaître. Mais j'ai eu la surprise d'avoir entre les mains un livre passionnant, car vous utilisez l'histoire pour mieux comprendre les conflits actuels et futurs, et vos parallèles sont plus que pertinents. Ils sont même parfois effrayants et inquiétants. Était-ce au départ une demande spécifique de l'état-major, et dans quel but, ces notes ? C'est une demande spécifique du chef d'état-major des armées, dans le but essentiel de nourrir sa réflexion au moment des débats sur le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Donc voilà, donc j'étais un de ses assistants militaires chargés effectivement de l'aider dans ces débats, puisqu'il était membre bien évidemment de la commission. Alors, j'aimerais qu'on commencer par ce que vous appelez, vous, la pause stratégique. Après 1918 et même ensuite après 45, certains États sont certains de leur supériorité et décident de ralentir leur effort de guerre. Alors peut-être quelques exemples, et quelles ont été les conséquences. Et est-ce qu'aujourd'hui, on est dans cette pause stratégique ? Oui, alors il y a plusieurs cas possibles. Il y a le cas de pays qui réduisent son effort de défense parce qu'ils ne jugent pas celui-ci aussi indispensable. Et puis il y a des pays qui le rédigent même très fortement par obligation. C'est le cas de l'Allemagne après 1918, par le traité de Versailles, bien évidemment, ou simplement parce que ça c'est le cas des États-Unis après 1945. On considère qu'il n'y a plus besoin finalement d'une force armée au moins conventionnelle. Les États-Unis disposent de l'arme atomique, ils disposent d'une flotte puissante, donc pas besoin d'avoir une force armée. Et pour citer le cas des États-Unis, le problème c'est que la guerre va les rattraper assez rapidement avec la Corée, en Corée en particulier, et ils vont être obligés de reconstituer en quelques années, en quelques mois, une force armée, au moins une force armée terrestre. Ils arrivent à le faire parce qu'on est à quelques années de la Seconde Guerre mondiale. Il y a encore des capacités, il y a encore des matériels, il y a encore des compétences surtout qui sont disponibles, qui sont mobilisables. Quelques années plus tard, ça aurait été extrêmement difficile. Ce que je voulais expliquer par ces exemples, allemands, français aussi dans l'entre-deux-guerres. L'Angleterre, j'ai été surpris. Vous dites que l'Angleterre n'a jamais été aussi faible après la guerre de 14-18, aussi faible que depuis 1779. C'est-à-dire que là, ils sont. Comment ça se fait ?
Alors le cas britannique est intéressant, c'est-à-dire qu'on se trouve en face d'une situation en 1918, on a une armée qui est une des armées les plus puissantes du monde, qui est en passe de devenir l'armée la plus puissante du monde devant l'armée française, et qui d'un seul coup renonce complètement à ce modèle de force, donc qui revient à une armée de métier, une armée de projection. Chargée de faire la police impériale, donc une petite troupe professionnelle. Et ce qui est intéressant dans le cas britannique, c'est qu'on voit que cette armée perd ses compétences en matière de conflits de haute intensité. C'est, pour citer juste un exemple, dans le journal du Royal Artillery Regiment, à partir dans les années 20, 18, 19, 20, vous avez des articles extrêmement pointus, tactiques, techniques, très précis, extrêmement. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on voit apparaître des articles sur le polo, sur la chasse au renard, et puis à partir des années 30, vous n'avez plus que ça, pratiquement dans les revues. On constate visuellement la dégradation, la perte des savoir-faire tactiques. Et l'armée britannique a le plus grand mal dans les années 30 à retrouver ces savoir-faire, retrouver simplement des équipements adéquats pour faire face à l'armée allemande. Donc là, on a un exemple concret d'une armée qui a choisi un sentier, un modèle de force, un sentier, et qui a beaucoup de mal à s'en sortir. Alors bien évidemment, l'analogie est à faire avec les forces françaises actuelles, professionnalisées complètement depuis 1996, à partir de 1996. Et qui se consacrent désormais à des missions se sont consacrés pendant les années 90 à des missions de gestion de crise, qui maintenant redécouvrent véritablement la guerre en Afghanistan, et qui auraient certainement beaucoup de mal à faire face. Enfin, il faudrait du temps, il faudrait reconstituer des savoir-faire, des équipements pour faire face à un conflit de grande intensité. On cite l'exemple d'Israël aussi en 2006 face au Hezbollah. C'est aussi un exemple flagrant. Une armée qui pendant des années s'est scindée déjà entre une armée de haute technologie qui a assuré le gros du travail, et puis une armée de masse qui servait à contrôler le mur de défense, à faire du checkpoint, à contrôler les foules palestiniennes, quoi. Et puis lorsqu'il a fallu à nouveau combattre de manière conventionnelle face au Hezbollah durant l'été 2006, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à retrouver. Alors sur le plan numérique, ça ressemble à une armée, à une vraie armée. C'est même d'ailleurs ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que les Israéliens engagent l'équivalent de l'armée de terre et l'équivalent de l'armée de l'air française contre le Hezbollah sur un rectangle de 40 km sur 25, et qu'ils échouent. Ils échouent parce que ils n'ont plus les savoir-faire, ils n'ont plus les compétences. Oui, vous parlez même de douloureuse redécouverte des combats, et vous expliquez que le paradoxe, c'est que les militaires israéliens risquent moins que les civils qu'ils sont censés protéger. Ils sont tellement protégés qu'en fin de compte, ils ne vont plus au combat du tout. Oui, alors c'est encore plus flagrant dans le cas de l'opération Plomb Durci. Donc l'opération contre le Hamas dans la bande de Gaza, où là effectivement, mais des deux côtés. C'est-à-dire que d'un côté on a des troupes israéliennes qui ne veulent pas rentrer dans les centres urbains parce qu'ils savent que là ils se retrouvent en difficulté et ils auraient certainement des pertes. Et en même temps des miliciens du Hamas, infanterie légère, qui ne vont pas au contact des colonnes blindées mécanisées israéliennes parce que ce serait du suicide. Donc on se retrouve avec des forces armées qui s'évitent et qui du coup tapent plutôt sur la population. C'est-à-dire qu'effectivement du côté palestinien on envoie des roquettes, les fameuses Qassam sur les villes du sud d'Israël, et puis de l'autre côté vous avez des raids aériens qui frappent essentiellement la population. Donc quand vous voyez les pertes, le rapport des pertes, vous avez de mémoire 10 soldats israéliens je crois qui ont été tués, et vous avez une vingtaine de soldats, et puis vous avez peut-être 2000, aux alentours de 2000 civils palestiniens qui ont été tués dans cette opération. Donc et on se retrouve un paradoxe où les militaires courent moins de risques que les civils. Et c'est passé effectivement, le cas s'est passé en 2006 où on se retrouve dans une situation où les civils commencent à dire aux militaires allez-y quoi.
c'est peut-être de prendre des risques, quoi. Ce qui fait qu'en lisant toutes vos notes, on s'aperçoit que, effectivement, depuis 1942, les Anglais ont pu gagner cette guerre grâce à l'aide américaine, et qu'en fin de compte, depuis maintenant plus de 50-60 ans, les armées européennes sont incapables de mener une campagne seule sans l'aide américaine. L'armée française a été capable je dirais l'Algérie, il y a eu effectivement l'Algérie, mais... oui, c'est quand même une campagne de grande ampleur. Il y a que 450 000 soldats français au plus fort des effectifs. Ça représentait 2% de notre PIB comme dépense. Non, on a été capable de mener une campagne de grande ampleur, en partie aussi parce qu'on était en plein boom économique. La guerre d'Indochine, c'est les Américains qui l'ont payé en grande partie. La guerre d'Indochine, on se l'a payé tout seul parce qu'on n'était plus dans le même contexte économique. Donc il y a cet aspect. Mais on se retrouve maintenant en situation où effectivement on a eu un décrochage, une sorte d'asymétrie au sein même des alliés, enfin de l'OTAN pour simplifier, entre les Américains qui eux ont poursuivi un effort militaire conséquent. Vous datez ce décrochage. Lucien Valdès. Vous datez ce décrochage à partir de quelle date? Le décrochage, oui, c'est 2001. Véritablement, c'est 2001. Là, il y a une accélération. Il existait, donc il y a toute la période des fameux dividendes de la paix dans les années 90, qui concernait également les États-Unis. Puis à partir de 2001, on a un retournement de situation aux États-Unis, alors que les pays européens continuent dans cette réduction de l'effort de défense. Et on se retrouve in fine dans une situation où les Américains, le budget de la défense américain, c'est à peu près presque la moitié du budget de défense mondiale. Les Américains dépensent en défense autant que le reste du monde. Alors que les Européens réduisent le seul espace géographique au monde où on réduit l'effort de défense, c'est l'Europe. La Russie, la Chine doublent leur budget de défense tous les 5 ans. Et donc on se retrouve dans une situation où on est au sein d'une alliance devenue complètement asymétrique, où les Américains, de fait, arithmétiquement, mécaniquement, dominent, quoi. Ils dominent tellement qu'ils peuvent imposer en plus des normes. Des normes, c'est-à-dire que si on veut faire quelque chose, on est obligé de le faire avec les Américains et on est obligé de le faire un peu comme les Américains, donc utiliser certains de leurs matériels plutôt que les nôtres, etc. Donc, ce qui expliquerait l'entrée dans l'OTAN, aussi un côté pragmatique. Oui, un côté pragmatique, c'est-à-dire on officialise quelque chose qui existait réellement, avec cette différence que désormais on participe aux états-majors, alors qu'avant on participait à l'effort militaire, on était dans les coalitions, on envoyait des troupes, mais on n'était pas représenté dans les grands états-majors, quoi. C'est, du point de vue purement pratique, c'est la différence principale. Oui, moi, Grégoire Gambier. Mon collègue, vous parlez d'ailleurs très, très justement d'une position d'actionnaire minoritaire, peut-être dans une coalition, ce qui est un peu la position de la France. D'aucuns, quand ils étaient plus jeunes, parlaient de supplétifs, mais c'est un terme beaucoup plus militant. Mais nous sommes dans cette position aujourd'hui, en effet. Et surtout, quel est le bilan, parce que vos fiches le démontrent bien, le bilan que l'on peut commencer à faire pour l'armée française de ces campagnes menées, donc après, vous l'avez dit, dans les années 90, plutôt des opérations de maintien de la paix, ou de rétablissement de la paix, au mieux. Et maintenant, une vraie opération de guerre. Est-ce que le niveau opérationnel de l'armée française, du coup, va s'en trouver amélioré? Par l'engagement en Afghanistan, oui, concrètement. Tout à fait. Oui, bien sûr, parce qu'on est dans une situation. La différence avec les opérations de gestion de crise des années 90, c'est qu'on est face à un ennemi. Donc on n'est plus dans des situations d'opération de stabilisation, on est en guerre. À partir du moment où il y a un ennemi politique qui nous affronte les armes à la main, on est en situation de guerre. Donc le général Georges Lain parlait d'opération de guerre, et qui dit opération de guerre dit dialectique, ami-ennemi, et dit incitation forcément à évoluer, quoi. C'est une incitation très forte, en particulier pour l'armée de terre. Donc il y a du coup effectivement enclenché tout un processus de ce qu'on appelle l'adaptation réactive, d'achat de matériel spécifique, tout un processus d'entraînement des forces qui commence maintenant à être, qui depuis un certain temps déjà est quand même très élaboré, quand même. C'est une incitation effectivement à
à s'adapter, à innover et à s'améliorer. Mais le problème, si vous voulez, de ce type de conflit, je pense que les conflits interétatiques conventionnels, type Seconde Guerre mondiale, et les conflits au milieu des populations contre des organisations non étatiques, ce qu'on fait en Afghanistan, ne sont pas de même nature. Et que les outils militaires ne sont pas forcément adaptés pour faire l'un et l'autre. Et du coup, cela introduit forcément des problèmes normaux, mais également éventuellement des scissions. C'est particulièrement flagrant avec les États-Unis. Donc pour schématiser, vous avez eu un débat très fort aux États-Unis, parmi les forces armées, entre ceux qui disaient écoutez, il faut gagner les guerres en cours, l'Irak, l'Afghanistan, pour schématiser l'US Army et le corps des Marines, qui disaient voilà, commençons par gagner ces guerres avant de penser à la Chine, par exemple. Et qui disait donc il faut un outil militaire adapté à ce type de conflit, donc avec des effectifs, avec des compétences particulières, etc. Et puis ceux qui disaient l'Air Force et la Navy, là aussi pour simplifier, qui disaient mais attendez, est-ce que ces guerres engagent les enjeux vitaux de la nation ? Est-ce qu'il n'est pas dangereux de former un outil uniquement, un outil militaire, de modeler complètement notre outil militaire pour faire face à l'armée du Mahdi en Irak, et d'occulter, donc de perdre, comme l'armée britannique pendant l'entre-deux-guerres, de perdre des savoir-faire industriels, de perdre des capacités d'engagement de grande ampleur contre un ennemi qui, lui, pour le coup, engagerait la vie de la nation ou des intérêts vitaux. Ça, on est au cœur du débat stratégique de ces dernières années. C'était également au cœur des débats pour le livre blanc. Le livre blanc, oui, tout à fait. Alors, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie, en compagnie de notre invité, le colonel Michel Goya, pour son livre Res Militaris, de l'emploi des forces armées au XXIe siècle. Et j'aimerais qu'on aborde effectivement ces nouvelles missions de l'armée. Les armées se sont retrouvées confrontées à des nouvelles missions de sécurité intérieure. En gros, remplacer la police et certains gouvernements. Alors, vous en donnez deux exemples concrets. Il y a la bataille d'Alger que tous les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien. L'armée britannique aussi en Irlande du Nord. Passons peut-être à l'Irlande du Nord. Les Britanniques ont été, l'exemple est important, ont été quasiment appelés à l'époque par les catholiques. Ils ont aidé d'abord à défendre les catholiques, et tout va se retourner contre eux par la suite. Alors le cas britannique est intéressant parce que on se retrouve effectivement dans une situation où dans certains quartiers catholiques, la police de l'Ulster ne peut plus mettre les pieds. Elle n'est plus considérée comme légitime, et on est dans une situation de quasi-insurrection dans ces quartiers. Ça représente 800 000 personnes. Hein. 800 000 personnes, il faut avoir l'échelle en tête. Et pour cela, donc, on décide d'engager l'armée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'armée britannique qui s'engage en 1969, c'est une jeune armée professionnelle, reprofessionnalisée là aussi depuis quelques années, qui a une bonne image auprès de la population, qui a fait des missions de stabilisation à Chypre en particulier. Et donc on se dit, voilà des gens qui sont légitimes, qui sont acceptés par tous, qui passent bien, qui ont une bonne gueule, qui savent faire ce genre de choses. En fait, non. Le militaire n'est pas un policier. Donc, lorsque les militaires britanniques arrivent, ils se placent en situation d'interposition pour essayer de limiter les affrontements intercommunautaires. Et puis, en se mettant en interposition, finalement, ils figent d'une certaine façon la situation, et dans ces poches catholiques, il y a un vide, une sorte de vide qui est occupé par l'IRA provisoire. Et ça dégénère, cette lune de miel qui dure quelques mois, où effectivement les soldats britanniques sont bien acceptés, dégénère très vite en guerre. En guerre civile, en guérilla urbaine. Les Britanniques, dans l'année 72, ont plus de 200 soldats tués, quoi. L'ensemble des opérations de l'armée britannique en Irlande du Nord va coûter 700 morts, c'est-à-dire plus que l'Afghanistan et l'Irak réunis. Et tout ça, et ça va durer 38 ans. Alors donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce genre de problème
ne se règle pas comme ça du jour au lendemain. On n'est pas dans de la guerre éclair là, quand on gère ce genre d'opération. Donc ça demande de la ténacité, 38 ans, l'acceptation de pertes humaines. Il y a eu plus de soldats britanniques tués par l'Irak que l'inverse. Donc c'est une certaine endurance. Et ce qui est intéressant également dans le cas de l'armée britannique, c'est que ils décident finalement de rester strictement dans le cadre de la loi et du droit. Ils disent voilà, ça prendra le temps qu'il faudra, mais on restera dans le cadre de la loi. Et ils se contentent. Ils réussissent à étouffer finalement l'IRA provisoire, à éliminer la guérilla urbaine et à contraindre l'IRA à ne mener que des actions de terrorisme finalement. Et ces actions terroristes finalement finissent, avec d'autres facteurs bien sûr, mais finissent par retourner l'opinion contre l'IRA. Et puis vous ajoutez aussi l'usure des dirigeants de l'IRA qui sont quasiment toujours les mêmes depuis le début. C'est-à-dire qu'eux aussi, au bout de 38 ans, ils commencent à vieillir. Grégoire Gambier. Pardonnez-moi mon colonel, mais avant effectivement ce retournement, comme vous le dites, ça a pris 38 ans, même si on peut le dater des années 80, fin des années 80. Il y a eu beaucoup de victoires médiatiques des insurgés, de Bloody Sunday à la mort de Bobby Sands en prison. Donc ça aussi c'est un coup pour l'armée, enfin pour les armées qui sont engagées, qu'elles sont pas habituées, en tout cas en France depuis la guerre d'Algérie, à traiter et à manipuler. Et pour le coup, c'est toute l'institution qui est derrière l'institution. Ce sont les institutions civiles normales du pays qui sont attaquées. Les insurgés sont souvent beaucoup plus souples, félins et manœuvriers en ce domaine que les troupes. Et donc ça, c'est un vrai défi aussi. Bien sûr. Alors l'Algérie, c'est le premier cas véritablement où une guerre est menée de manière indirecte et pas gagnée finalement, n'est pas gagnée sur le terrain, pas gagnée sur le champ de bataille par le FLN. Elle est gagnée dans les esprits, elle est gagnée dans les symboles et représentations. Dans ce type de conflit, l'adversaire mène une stratégie indirecte qui s'attaque à la volonté de l'autre et qui mène des opérations de communication appuyées par des opérations militaires. Alors que nous avons tendance à faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on fait des opérations militaires, puis on met un peu de com par-dessus. Donc, eux mènent, ces organisations mènent véritablement des stratégies indirectes pour lutter contre la volonté adverse. Et d'ailleurs, ça fonctionne pas mal. C'est-à-dire que dans les combats asymétriques, c'est-à-dire asymétrique au sens américain, c'est-à-dire où il y a un très fort contre un très faible. Lorsque les stratégies sont différentes, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie, on envoie des forces conventionnelles qui mènent un combat à peu près conventionnel contre des organisations qui, elles, font une stratégie indirecte de lutte contre la volonté. Dans 80% des cas, c'est le faible qui l'emporte. Oui, c'est la guerre révolutionnaire qui l'emporte. C'est la guerre révolutionnaire qui l'emporte. Si on mène un combat similaire, si on est sur le même champ, c'est normalement le plus fort qui l'emporte, mécaniquement. Maintenant, oui, effectivement, alors sur l'institution elle-même, et pour reprendre le cas britannique en Irlande, effectivement, ça met les troupes sous très forte tension. Très très forte tension, donc aussi parce que là aussi ça revient à ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le cas irlandais, on est en situation de guerre froide, c'est-à-dire que cette armée britannique doit se préparer aussi à un affrontement en Allemagne contre les forces du pacte de Varsovie. De haute intensité. Alors que là, on est dans un contexte complètement différent, un contexte de mission de police pour simplifier. Et donc il y a un passage, il y a un choc thermique qui se fait en permanence. Les unités tournent d'Allemagne, en Irlande, en Grande-Bretagne, elles tournent en permanence. Donc c'est psychologiquement difficile. Ce type de conflit est psychologiquement toujours très difficile. Les pertes psychiques en Irak ou en Afghanistan sont quasiment équivalentes à celles des troupes engagées pendant la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez. Alors que le niveau de violence n'est pas le même. Parce que là aussi il y a d'autres contraintes qui. Qu'est-ce que vous appelez comme Lucien Valdès. Perte psychique? Perte psychique, c'est en Irak jusqu'en
jusqu'à la fin de 2007, vous aviez les Américains perdaient 10 hommes en Irak. Vous avez un tué, vous aviez 8 blessés environ, enfin 8-9 blessés, et puis un évacué psy, c'est-à-dire quelqu'un qui s'effondrait, qui craquait, qui restait plus à la pression et au stress. Et on a effectivement beaucoup de cas, parce que les gens-là, quand on est placé en situation où les choses sont pas claires, on ne sait pas qui est l'ennemi, ou qui est civil, qui est ennemi. Le civil du moment peut vous tirer dessus dans la foulée. Si vous ouvrez le feu, vous savez pas si vous n'allez pas vous retrouver dans un tribunal. Vous avez des règles d'engagement qui sont très strictes, c'est normal. Mais tout ça impose une pression cognitive, etc. quoi. Donc c'est une usure permanente, sachant qu'en plus nos armées sont des petites armées professionnelles, et donc on est engagé très régulièrement sur assez longue durée dans ce type de conflit. Les Américains font des mandats d'1 an en Irak. Ils faisaient des mandats d'1 an en Irak et en Afghanistan. C'est 1 an et parfois plusieurs mandats. On est toujours sur Radio Courtoisie, on reçoit Michel Goya et on a une question de Grégoire Gambier. Oui, pour le coup, n'est-ce pas, les armées professionnelles ne sont pas plus fragiles de façon étonnante que les armées d'appelés sur ce type de pertes. Je veux dire, les 10% de pertes psychiques, pour des raisons que vous pouvez développer, peut-être liées au recrutement, à la façon dont elles tournent, effectivement, et puis même au fait qu'elles sont pas soutenues par le pays parce que elles sont des armées professionnelles. Donc, Et pour compléter la question, dans les sociétés militaires privées qui sont beaucoup à l'œuvre, est-ce qu'on a le même taux de pertes psychiques ? Bon, d'abord, pour les sociétés privées, on a très peu, finalement, assez peu d'informations. On a assez peu d'informations sur les pertes. C'est pratique, les sociétés privées, les pertes, effectivement, on n'en parle pas. Donc, c'est un des avantages de tout ça. C'est bien. Alors qu'elles pourraient être comptabilisées comme des pertes. Bien sûr, l'Américain de Blackwater qui est tué en Irak, il n'est pas comptabilisé. C'est un civil. Non, il doit y avoir un certain nombre de flux quand même. On doit pouvoir avoir une idée des rapatriements. On sait qu'il y a à peu près 700. De mémoire, il y a à peu près 700 mercenaires américains qui ont été tués en Irak. En fait, l'idée, pour compléter ce que disait Grégoire Gambier, c'est la solidité psychique de l'armée professionnelle par rapport à une armée d'appelés ou à un engagé volontaire dans une société militaire privée. Enfin, est-ce que c'est véritablement l'engagement et le sens qu'on donne à son engagement qui fait ou pas la fragilité psychique, ou est-ce que c'est la nature du conflit que l'on vit au quotidien ? Dans l'éthique du soldat professionnel, il y a l'idée qu'on peut être engagé n'importe où sans se poser véritablement de questions. Attention, mais sans vraiment se poser des questions sur ce qui va se passer. Je vous donne un exemple très concret. J'étais engagé à Sarajevo en 93 pendant le siège avec une unité d'infanterie de marine, donc une unité professionnelle. On a été engagé en 6 jours. C'est-à-dire que on s'est réunis un jeudi, on dit mercredi prochain vous êtes à Sarajevo en guerre, donc c'était l'endroit le plus dangereux du monde à ce moment-là, pour 6 mois. Très bien, tout le monde était content, tout le monde était parfaitement content. Parce que on partait d'intervention et alors qu'il y avait des unités d'appelés volontaires, service long, en ex-Yougoslavie, qui se posaient beaucoup plus de questions. C'est-à-dire que je compare toujours ça il y a une réplique quand Harry rencontre Sally, où Billy Crystal dit à Meg Ryan, finalement, pour faire l'amour, un homme a besoin d'un lit et une femme a besoin d'une bonne raison. C'est un peu ça, c'est-à-dire que pour partir en intervention, le troupe professionnel a besoin d'un théâtre d'opération. C'est son éthique, on est fait pour ça. Une troupe d'appelés a besoin d'une bonne raison, quoi. Et donc quand les bataillons composés d'appelés sont intervenus en ex-Yougoslavie, c'est généralement dans le cadre de missions humanitaires, etc. Puis quand ils sont arrivés sur place et qu'ils se sont rendus compte que la situation était infiniment plus complexe que ne le présentaient nos médias, le journal de 20 heures, que certains intellectuels, effectivement, ça trouble beaucoup. C'est ce décalage que nous aussi on constaté, évidemment, mais qui
Le soldat professionnel actuellement, c'est un nomade. C'est un nomade qui saute d'une certaine façon d'une opération à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, assez rapidement. C'est un peu comme un médecin qui prend, par empathie, qui prend la maladie du patient, mais qui doit rester quand même relativement détaché pour pas lui-même être détruit par tout ce qu'il voit. Nous, c'est un peu la même chose, hein, c'est-à-dire qu'un soldat professionnel, il va partir au Rwanda, comme je l'ai fait, puis quelques mois plus tard partir à Sarajevo, puis dans les endroits par définition toujours difficiles, toujours en crise, mais là il y a une éthique, il y a une déontologie, et puis ensuite surtout, pour revenir plus concrètement aux aspects psychologiques, ce qui fait la force d'une troupe, c'est sa cohésion, et ce sont les liens qui sont créés entre eux, et c'est le degré de confiance qu'ont les hommes. Le degré de confiance qu'ont les hommes en leur capacité, le degré de confiance qu'ils ont envers leurs camarades, envers leurs chefs, etc. Et puis les causes, véritablement, apparaissent après. Je suis intervenu au Rwanda, très honnêtement, je crois que la moitié des gars qui étaient avec moi ne savaient même pas que le Rwanda existait. Bon, ça n'avait pas empêché de partir et d'être heureux de partir en opération. Et puis, pour citer là aussi un autre exemple historique, l'armée américaine au Vietnam, à base appelée, elle s'est effondrée. Elle s'est effondrée psychologiquement. Les troupes américaines en Irak, en Afghanistan, se sont pas effondrées. Loin de là. Même s'il y a des cas, des cassures psychologiques. Le massacre d'Adita en 2005, c'est un cas, voilà, de gens qui sont usés, qui craquent ponctuellement, et qui s'aboutit à une horreur ponctuelle. Mais l'ensemble de l'institution tient. Et vous allez en Afghanistan, vous tombez sur des soldats américains qui sont toujours en guerre, et qui s'estiment toujours en guerre, et qui sont tout aussi volontaires qu'ils ne l'étaient en 2001. Mais pour un peu aller dans le sens de Grégoire Gambier sur ces nouveaux professionnels, lors d'un entretien avec un ami pour préparer cette émission qui travaille aux Invalides, que je salue, il me parlait des soldats pensionnaires. Il me parlait des soldats qui avaient en moyenne plus de 25 kilos de matériel sur le dos, des soldats qui au bout de 6 mois ont un dos en compote, hein, ce sont des jeunes, pas énormément d'hommes pour les alternatives d'hommes. Il y a maintenant les roulements. Il y a certains soldats qui ont déjà 2 ou 3 campagnes en Afghanistan. Il m'a dit on va pas tenir longtemps avec. Pour lui, il dit j'ai pas l'impression qu'on va durer longtemps. Quand on voit par rapport à ce qui a existé en Algérie ou même au Vietnam, est-ce que là on n'a pas un problème d'effectif, ou c'est simplement qu'on n'accepte plus de faire la guerre en Europe simplement? Il y a plusieurs choses dans votre question. Oui, souvent. D'abord, en ce qui concerne l'engagement français, il est en Afghanistan, par exemple, il est très inférieur à celui des Britanniques, qui ont engagé plus de 10 000 hommes, qui sont à plus de 10 000 hommes actuellement, pour des volumes comparables. L'armée britannique continue à tenir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc nous non plus, on n'est pas soumis. Il n'y a pas de risque, si vous voulez. Il n'y a pas de risque de cassure pour l'armée française. Je dirais même qu'au contraire, l'Afghanistan, et ça revient un peu à ce qu'on disait au début, l'Afghanistan c'est mobilisateur. Pour l'armée de terre, c'est-à-dire que ça tend les énergies, alors que par ailleurs on est dans une période de restructuration, de réduction d'effectifs assez difficile, de pression. Là, ça a plutôt tendance à mobiliser les énergies au sein de l'institution. Ensuite, maintenant, oui, ce qui se passe très concrètement, c'est que il y a une tendance très forte à éviter les pertes, qui se traduit par des opérations extrêmement qu'on peut qualifier de prudentes, ou lorsqu'il y a un accrochage, on privilégiera plutôt l'emploi de la puissance de feu, discriminé bien sûr, mais l'emploi de la puissance de feu à la recherche du corps à corps, où les soldats sont des soldats effectivement lourds. On n'est pas dans
On est loin du souple félin manœuvrier, on est loin du para de Bijard. Hein. Mais d'un autre côté, vous allez au 3e régiment d'infanterie de marine qui était engagé en Capissa. Vous voyez le nombre de soldats de marsouins qui ont été sauvés par leur gilet. Vous dites, bon, finalement, pourquoi pas, effectivement, mais ça induit... On perd en capacité de manœuvre, on ralentit, les opérations sont effectivement ralenties. Ce souci d'éviter les pertes nous conduit finalement, pour prendre une expression israélienne, à chercher des victoires à 1-0 plutôt que des victoires 3-1. C'est-à-dire que voilà, on veut. Oui, surtout qu'en face, eux, ils ont pas le même problème. Ils ont pas 25 kilos de matériel. Ils sont prêts à mourir. Et ils sont prêts à mourir et ils sont nombreux. Il y a un potentiel humain qui est considérable. Donc effectivement, c'est là qu'est toute la différence. Maintenant, là aussi, si on fait un peu une guerre. Une guerre à l'américaine, il faut être très clair là-dessus, où il faut absolument gagner chaque engagement, petit engagement, quitte donc en évitant au maximum les pertes et quitte à dépenser, déployer une grande puissance de feu et à dépenser beaucoup d'argent. Là aussi, il y a un aspect, c'est-à-dire qu'on échange du risque physique contre une usure financière et matériel. Le conflit en Afghanistan, il coûte une fortune en année à 2 milliards de dollars par semaine pour les Américains. Par semaine. Oui. Grégoire Gambier. Et avec des résultats mesurés, on peut peut-être... parce que je vous cite, vous dites que la plus grande organisation militaire du monde, l'OTAN, 70% du budget militaire mondial, conçu, organisé pour faire face aux 200 divisions blindées mécanisées du pacte de Varsovie, encore un hommage à Jean-Pax Meffray, est mise en échec par des groupes armés dont l'effectif combattant total atteint à peine celui de 2 divisions d'infanterie, ce qui d'ailleurs relativise le nombre, les hordes de talibans qui pourraient agresser nos troupes. On sait que ce sont des effectifs très très réduits. Donc comment vous l'expliquez? Là, on a abordé par l'environnement, le matériel, l'état psychologique, le cadre d'ordre à la limite du combattant occidental dans ce type de théâtre. Mais malgré tout, aujourd'hui, c'est plutôt un constat d'échec, en tout cas d'échec tactique. C'est surtout un constat d'une certaine inefficience. Constat d'échec, pour l'instant, on peut pas vraiment dire ça, c'est-à-dire qu'en situation de blocage. C'est pour reprendre la terminologie mise en échec. Mise en échec, effectivement. C'est un phénomène surprenant, c'est un signe noir, pour reprendre une expression scientifique, un truc qui apparaît, qui a des conséquences considérables. Alors pourquoi cet échec de l'OTAN, donc c'est quand même la première campagne terrestre finalement en Afghanistan. C'est la première fois qu'il est engagé de manière massive avec des effectifs terrestres. Et mais c'est déjà parce qu'effectivement c'est pas du tout le cadre pour lequel l'organisation avait été conçue, parce qu'on est dans une situation de coalition asymétrique, encore une fois. C'est-à-dire que en gros en Afghanistan vous avez les pays qui se battent et puis les contingents qui ne se battent pas. Qui refusent de le faire. La plupart des contingents, des engagements sont là pour montrer notre solidarité vis-à-vis des Américains, essentiellement. Donc c'est à la recherche de gains diplomatiques qu'on cherche à obtenir avec le moins de risques concrets. En gros, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, combien de pays effectifs se battent il y a la France, l'Angleterre, le Canada. Les contingents qui se battent vraiment, c'est effectivement les États-Unis, évidemment, les Britanniques, les Australiens, les Canadiens, la France, les Hollandais maintenant qui ont quitté la province de l'Uruzgan. La France est finalement le seul pays qui s'est engagé presque volontairement, je dirais, dans le camp de ceux qui se battent. Je veux dire par là, c'est que le tournant du conflit en Afghanistan, un des tournants, c'est quand même 2006, lorsque on s'engage dans le sud. L'ISAF, donc la Force internationale d'assistance et de sécurité, prend en compte tout le sud du pays. Et avec des contingents britanniques, essentiellement britanniques, canadiens et néerlandais.
Et là, on découvre la guerre. La guerre saute à la gorge de ces contingents. Quand on tombe sur les Pashtuns, enfin. Oui, on arrive dans les provinces Pashtuns. Quand on s'aperçoit qu'elles sont tenues par les talibans et leurs alliés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est des structures assez complexes. Et je rappelle qu'à l'époque, le ministre de la Défense britannique, John Reed, a déclaré je suis persuadé que, j'espère qu'aucune cartouche ne sera tirée pendant les trois années de la mission dans le Helmand. Alors qu'en réalité, les pertes britanniques du premier bataillon qui était engagé ont été supérieures en proportion à celles de la guerre des Malouines et de la guerre de Corée. Donc c'est un cas effectivement de surprise stratégique. Et donc ces contingents sont entrés dans la guerre un peu malgré eux. Le Canada, les Pays-Bas, ils ont plutôt une tradition d'opérations de maintien de la paix, de peacekeeping, pas du tout de ce genre d'opération. Français, nous avons décidé de nous engager en 2008 dans la province de Kapisa, de prendre en compte la province de Kapisa, donc à proximité de Kaboul. Et là, on est rentré véritablement dans la guerre. C'est-à-dire que jusque-là, on était engagé à Kaboul, où il n'y avait pas relativement peu de risques. On a des opérations aériennes, mais on n'était pas véritablement engagé dans des opérations de pacification, je dirais, de contre-guérilla, selon. Et donc on a rejoint ce camp-là. D'autres contingents qui sont dans les provinces non pashtunes, au nord et à l'ouest, sont beaucoup moins virulents, je dirais. Alors, on est toujours sur Radio Courtoisie avec Michel Goya. Alors, il y a aussi une nouvelle conséquence maintenant. C'est l'opinion civile, c'est l'opinion publique. Et effectivement, l'exemple des soldats en Afghanistan, les premiers morts, une chose m'avait frappé, c'était que l'opinion publique s'est aperçue que l'âge des soldats, on avait affaire à des jeunes. Des choses qui paraissaient incroyables, mais il neige en hiver, et les soldats sont jeunes. Mais les soldats étaient jeunes, et c'est vrai que les gens étaient en train de redécouvrir la guerre. Ce sont des jeunes qui vont faire la guerre. Comment les militaires sont obligés de prendre ça en compte sur le plan de la communication? Pour une petite opération comme ça, on a vu l'armée, le gouvernement communiquer comme ils n'ont jamais communiqué. Je pense qu'en Algérie, ils n'ont jamais communiqué comme ça. Pire que ça, puisqu'on en a parlé avec Merchet sur cette antenne, c'est que c'est présenté comme un accident. Ce sont des jeunes qui meurent. Enfin, ils auraient pu sortir de boîte le samedi soir entre La Roche-sur-Yon et Montaigu. Voilà. Enfin, j'aurais pu dire Nantes à Montaigu. Oui, je suis retenu. C'est présenté. La communication un peu compassionnelle atteint aussi la sphère militaire, donc on peut le comprendre, si ce n'est que c'est peut-être aussi dangereux pour l'institution elle-même de pas montrer que justement elle est différente et c'est pour ça qu'elle fait le job. Oui, alors bien sûr, alors vous faites référence à l'embuscade dans la vallée du Spin. Ce qui me frappe, c'est que parmi les thèmes qui avaient été évoqués pendant le livre blanc, c'est d'ailleurs dans le livre blanc de la défense, il y a celui de la résilience, et notamment l'idée qu'il fallait apprendre, mettre en condition, il fallait faire preuve de pédagogie, montrer que les opérations modernes, ce serait plus dur, plus long, plus difficile et plus dur, et il y aurait plus de pertes qu'auparavant, et donc il fallait s'y préparer. Et finalement, le premier cas qui se présente important, c'est celui de la vallée du Jbin, où on s'aperçoit qu'effectivement la perte de 10 soldats, donc la perte d'une section, devient un événement stratégique, a des conséquences stratégiques importantes. Personnellement, j'étais étonné des premières réactions, disant qu'effectivement, mon premier réflexe de dire ce n'est pas la guerre. Bon, c'est comme en 1983, après le Drakkar, un ministre qui dit mais le Liban n'a pas d'ennemis, la France n'a pas d'ennemis au Liban. Donc on vient de se faire tuer plusieurs dizaines de soldats, quoi. Le discours a changé, on est revenu, la guerre est rentrée par la petite porte, mais effectivement on a été surpris parce que je pense qu'il y a
je pense que dans ces situations, il faut prendre les citoyens pour des gens responsables et puis faire un discours un peu churchillien expliquant que effectivement la guerre c'est dur, il y a du sang et des larmes, plutôt que d'essayer de se voler la face et d'essayer d'éviter à tout prix, quoi. Ce qui effectivement trouble le message, le brouille. Et donc si c'est pas la guerre, qu'est-ce que c'est? Comment se fait-il qu'une section qui se fasse tuer, une section qui se fasse décrier, et donc là c'est effectivement ça jette le trouble et on a tendance à effectivement comparer ça à un accident. Au passage, on perd bien plus de soldats sur les routes françaises qu'en Afghanistan. Au passage aussi, ce qui me surprend, c'est qu'on a effectivement on s'est penché sur le sort des victimes. On n'a jamais parlé des gens qui sont battus, du sergent qui était chef de groupe en tête, qui était au milieu de l'embuscade, qui a réussi à regrouper ses hommes, qui a réussi à se replier, qui a tué 2 talibans au passage, etc., quoi. Des gens. Non seulement il y a une victimisation, mais il y a aussi l'impression que on communique plus sur les victoires. Que le combat lui-même devient honteux, quoi. Ouais. Et puis, ce qui est frappant, c'est que si on, alors comparaison n'est jamais raison, mais si on regarde comment le pouvoir politique et l'opinion publique russe traitent de la manière dont l'armée professionnelle russe agit dans le Caucase, avec un vocabulaire particulièrement martial et qui a été largement reproché à Vladimir Poutine, il ne semble pas que l'opinion publique russe tienne rigueur à ses gouvernants de sa capacité à assumer. Alors on me rétorquera, si on est de mauvaise foi, que oui, mais il n'y a pas d'opinion publique, bla bla bla. Enfin, il n'empêche qu'à minima, et même si on met de côté ce qui se passe en Russie, le langage compassionnel et justificatif demandant quasiment à n'importe quel général 4 ou 5 étoiles de venir plier le genou devant le père du brave bonhomme qui a été tué, n'apporte rien en termes, semble-t-il, de développement des vocations militaires, mais ça vous me le confirmerez peut-être, et surtout n'apporte aucun crédit politique à ceux aux leaders politiques qui garantissent cette guerre. Donc en plus il y a une inefficience, pour reprendre votre terme, de l'appareil médiatique également sur le sujet. Oui, il y a Michel Goya. Il y a une surprise. Là aussi, tout le monde a été un peu surpris par cette affaire. Mais là aussi, il faut se méfier des idées reçues. Je reprends le cas de la guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006. C'est-à-dire que là aussi, l'état-major israélien, le gouvernement israélien n'a pas osé faire la guerre. Déjà, le mot guerre lui-même était proscrit de tout compte rendu, de tout communiqué. Bon, jusqu'à ce qu'un an plus tard, on baptise ce conflit seconde guerre du Liban. Mais on s'est aperçu un peu plus tard que finalement l'opinion, le peuple, était prêt à faire la guerre, prêt au sacrifice. C'est-à-dire que la plupart des gens considéraient que le Hezbollah était effectivement une menace importante et que il fallait la détruire et que pour ça ils étaient prêts à payer le prix du sang. Et ça, l'élite militaire, la classe politique, une bonne partie de la classe médiatique ne l'a pas vu. Était persuadé du contraire. Je suis persuadé qu'effectivement, si les enjeux sont importants, sont bien expliqués, on est dans un tout autre contexte psychologique. Rappelez-vous la guerre du Golfe, 1991. Tout le monde était persuadé que ce serait extrêmement meurtrier pour toutes les forces françaises, les forces de la coalition d'une manière générale, et c'était un fait qui avait été accepté. Au passage, je me rappelle l'époque où effectivement, quand on passait en tenue, on était applaudi dans la rue, quoi. Mais donc c'est pas inéluctable. Les choses peuvent, là aussi, il faut se méfier des idées, des perceptions, des fausses perceptions, des idées reçues. Dans les années 30, au milieu des années 30, on avait fait voter les étudiants d'Oxford. On leur avait dit, voilà, est-ce que vous êtes prêts à mourir pour la patrie? Et une écrasante majorité, ces étudiants avaient répondu non. Bon, c'est les mêmes qui, 2-3 ans plus tard, se battent pour la bataille d'Angleterre et font face à l'Allemagne nazie. Donc, méfiance. Encore pour prendre l'exemple que je citais tout à l'heure, est-ce qu'on aurait imaginé que l'opinion publique américaine accepte 4000 morts en Irak et des dizaines de milliers de blessés?
Dans votre livre Res Militaris, Michel Goya, vous avez un chapitre qui est très éclairant, par exemple sur la guerre d'Algérie, qui est souvent cité comme l'exemple de contre-guérilla réussi, même par les Américains. Alors, pour une fois qu'on a l'honneur des Américains, mais quand vous donnez les chiffres, ça deviendrait presque effrayant aujourd'hui, parce que vous dites un rapport global de perte de 3 contre 1 pour une supériorité écrasante de l'armée française. C'est-à-dire qu'on gagne, mais à chaque fois qu'on tue 3 ennemis, il y a un soldat français qui meurt. C'est quelque chose qui serait quasiment inacceptable aujourd'hui. En tout cas, les politiques auraient du mal à en parler devant l'opinion publique. Oui, il y a les pertes françaises en Algérie, c'est 24 000 soldats tués. 24 000. C'est 10 soldats tués par jour, c'est l'équivalent d'une embuscade du Zmin chaque jour. Donc et à l'époque, il y avait des appelés. Des appelés, oui, des appelés, effectivement. Ce qui d'ailleurs change un peu, on s'aperçoit que ça change la donne. C'est-à-dire que les anciens d'Indochine, qui étaient très, très contents de voir effectivement le contingent s'engager en Algérie, en disant voilà, la nation s'engage, s'implique, enfin. Alors que nous, on était au loin, abandonnés, sentiment d'abandon. Et puis ils s'aperçoivent que lorsque effectivement il y a une embuscade, notamment à Palestro, près de la ville de Palestro, où 22 soldats sont tués, ça fait un choc. Là aussi, ça provoque un choc dans l'opinion. C'est un phénomène nouveau. C'est peut-être le premier cas qui se présente à cette échelle, parce que ce sont des appelés, ce qui change effectivement la nature des choses. Mais ceci dit, c'est pas sur la question des pertes humaines que s'est jouée la guerre d'Algérie. C'était pas une question qui était débattue véritablement. Ces pertes étaient acceptées. Par l'ensemble par l'ensemble de l'opinion, même si chaque fois à l'échelle de chaque famille, c'est évidemment un drame infini. Mais la question s'est jouée sur toute autre chose, où les débats ont porté sur la torture, ont porté sur la notion d'indépendance, etc. Donc ça n'a pas été le cas. Mais on se retrouvait dans une situation d'enjeu qu'on considérait beaucoup considéré comme vital pour la nation. Est-ce qu'il l'était? C'est une autre question. Mais à l'époque, beaucoup de gens considéraient cette guerre comme vitale pour la nation. D'où un engagement militaire total, etc. jusqu'à la révolte pour certains. Et donc c'est cet enjeu vital justifiait effectivement les pertes. Maintenant, toute la question, c'est savoir quel est l'enjeu vital actuellement qui justifierait cette acceptation de pertes. Est-ce qu'il n'y a pas eu, vous parliez de la première guerre du Golfe, une sorte de mirage à l'époque, on sortait de l'Algérie, du Vietnam, et puis on a fait quasiment une guerre propre ce jour-là. C'est-à-dire il n'y a pas eu de pertes, on nous a expliqué que il y avait peu de pertes de la coalition. Oui, peu de pertes de la coalition. Ah oui, donc de l'autre côté, on n'en parle jamais. C'est comme vous savez les films sur le Vietnam, les Américains parlent du Vietnam, mais ils parlent jamais des Vietnamiens. Oui. C'est les pauvres Américains qui se font tuer. Ça commençait plus tôt. Ah oui. Avec effectivement cette nouvelle technologie de frappe qui est chirurgicale, on a entendu aussi cette maîtrise de la communication de la part des armées. Est-ce que ce mirage-là n'a pas fait que par la suite, on s'est dit, peut-être on va pouvoir arriver à faire des guerres propres? Oui, alors cette première guerre du Golfe, c'est un signe noir. Encore une fois, un signe noir à l'oiseau. Je rappelle le principe en termes scientifiques. C'est Karl Popper qui disait voilà, une loi scientifique n'a de valeur que tant qu'on n'a pas fait d'observations différentes. Donc tous les signes sont blancs tant qu'on n'a pas trouvé de signe noir. Et ce signe noir, donc c'est le symbole de cet événement complètement surprenant. Bon, la première guerre du Golfe, c'est un signe noir. C'est-à-dire que là, effectivement, tout le monde s'attendait à un affrontement terrible avec des pertes considérables de part et d'autre. Contre la 5e armée du monde. Contre la 5e armée du monde. C'est vrai. Oui, non, bien sûr. Faut s'en souvenir. C'était la 4e. C'était 4e. Oui, on est allé. C'était même la 4e. On est allé jusqu'à la 4e. Mais alors qu'en fait, non, il y a eu les pertes. Effectivement, l'armée irakienne a été écrasée et des pertes ont été extrêmement faibles du côté de la coalition. Donc ça a surpris tout le monde et on a effectivement
poursuivi un peu dans ce sens, avec l'idée que, effectivement, on pouvait à distance, de plus en plus, avec notre supériorité aérienne totale. Et quand je dis notre, encore une fois, c'est à 80% américain, quoi. Qu'on pouvait finalement mener les guerres à distance, avec dans le cadre, ce qu'on appelait là aussi la révolution dans les affaires militaires, on pouvait effectivement faire plier n'importe quelle structure, etc. Bon. C'était un peu le mirage, par exemple, pour les Israéliens. C'est-à-dire, voilà, on peut effectivement, avec notre capacité de frappe, on peut tout faire. Bon. Mais on s'aperçoit que c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que ça a fonctionné à peu près une dizaine d'années. Ça fonctionne contre des structures étatiques. Ça a à peu près fonctionné avec plus de difficultés qu'on imaginait quand même contre la Serbie en 99. Ça ne fonctionne plus contre des organisations non étatiques au milieu de la population. Il y a eu la Somalie qui a été la Somalie, c'est un peu autre chose. J'y reviendrai. Mais si vous voulez, depuis 2001, on prend toutes les organisations non étatiques. Les organisations armées non étatiques du grand Moyen-Orient, depuis le Hezbollah au Liban jusqu'au réseau Haqqani, enfin jusqu'au Taliban en Afghanistan, en passant par l'armée du Mahdi en Irak. Combien les armées occidentales et l'armée israélienne ont-elles vaincu de ces organisations militairement? Réponse est simple, zéro. Aucune. Le seul succès que l'on a, c'est le retournement de la guérilla sunnite en Irak en 2007. Le cas israélien est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont cru qu'à distance, de manière indirecte, ils pouvaient assurer leur sécurité et frapper et contrôler des territoires. Donc, ce qui les a amenés à évacuer le sud Liban, à évacuer militairement le monde de Gaza, en se disant voilà, on peut frapper à distance. Moralité, dans ces espaces ont été occupés, le vide politique a été occupé par le Hezbollah, par le Hamas, et après, lorsqu'il s'est agi d'affronter par les armes ces organisations, on se retrouvait devant un problème simple: sur quoi taper, sur quoi tirer, où faut-il frapper? Et on se revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, finalement ça aboutit à frapper sur la population, ce qui engendre un cycle d'effets contre-productifs contre les Israéliens. C'est-à-dire que forcément ça retourne l'opinion publique internationale et ça retourne tout le monde contre l'opération elle-même. Oui. On est toujours sur Radio Courtoisie, il nous reste à peine 5 minutes. Grégoire Gambier, votre question, si vous voulez poursuivre, je reviens par rapport au livre de Michel Goya. Tout à fait, sur le livre du colonel Goya, puisque on voit bien que l'oubris technologique, effectivement, s'est vite dissipé, en tout cas en une décennie, et pour l'armée française, si tant est qu'elle a eu des possibilités technologiques en cette période, en tout cas dans la vallée de la Capissa. Et c'est pour ça que c'est intéressant dans votre ouvrage, puisqu'il fait appel à beaucoup de sciences, la sociologie des organisations et surtout l'histoire. C'est que c'est important, lorsque la technologie effectivement n'apporte plus les réponses que l'on espérait, vieux peuple repu, de se plonger notamment dans les campagnes de la guerre du Rif, où on est plus proche de combats de cette nature presque que ce qu'on a pu connaître dans la dernière décennie du XXe siècle. En ce début du XXIe siècle. Oui, la guerre du Rif, la France, sortant de la Première Guerre mondiale, quand même, accepte d'envoyer 100 000 de ses soldats au Maroc, combattre une guérilla dans les montagnes du Rif, accepte 4 000 morts, mais la guérilla est vaincue en un an, quoi. Donc voilà, on a encore quand même un certain nombre de ressources à cette époque. Michel Goya, merci pour votre éclairage. L'heure est passée, on aurait pu faire quasiment 1h30, 2 heures avec votre livre. Il y avait plein de choses que je voulais voir, parce que c'est vrai qu'il y avait par exemple toute la rationalité comptable, vous en parlez, c'est des chapitres très intéressants. Il faudrait reprendre aux États-Unis, qui a été une véritable catastrophe au moment du Vietnam. Enfin, on n'aura pas le temps, mais peut-être une prochaine émission. Le mieux, c'est que les auditeurs de Radio Courtoisie... Alors, les auditeurs de Radio Courtoisie vont forcément, ils sont dans l'obligation d'acheter le livre du colonel Michel Goya, Res Militaris, de l'emploi des forces armées au XXIe siècle, aux éditions Economica. Et je peux vous assurer que même si vous y connaissez strictement rien, il n'y a aucun problème. C'est un livre d'érudition et d'histoire. Puis en plus, tout
tout le système, ça j'ai vu ça, c'est très bien parce qu'il n'y a pas ça à chaque fois. Vous connaissez ça par cœur, les glossaires, les signes, les abréviations. Vous avez tout comme ça. C'est très très bien. Vous mettez en ligne sur le blog en même temps que oui, peut-être. Je ferai peut-être ça. Les références du livre. Nous allons faire juste une petite pause habituelle et vous pourrez retrouver l'actualité européenne avec Philippe Christel, toujours sur Radio Courtoisie. De retour sur Radio Courtoisie dans cette deuxième partie des chroniques de la vieille Europe. Alors vieille Europe, avant de passer la parole à Philippe Christel, je voulais dire que peut-être qu'on va être obligé de changer de nom d'émission parce que Donald Rumsfeld vient de sortir aux États-Unis ses mémoires, un livre de 800 pages, et Donald Rumsfeld fait repentance. Il admet que le fait d'avoir qualifié la France et l'Allemagne de Old Europe, la vieille Europe, était peut-être une mauvaise idée, tout comme le fait de déclarer « nous savons où elles sont » en parlant des armes de destruction massive qui étaient censées se trouver en Irak. Donc, je ne sais pas, Philippe Christel, est-ce que c'était vous qui aviez trouvé après cette phrase bon nom historique de Donald Rumsfeld? Vous savez, c'est toujours pareil, on peut se féliciter que M. Rumsfeld vienne à réminiscence et qu'effectivement il avoue avoir exactement, il avoue être allé un peu loin. D'un autre côté, si cet aveu consiste, pour conséquence de retisser un lien euro-atlantique, puisqu'en fait finalement tout compte fait, nous sommes quand même les mêmes et les partenaires pour le monde de demain, je préférerais encore que le fossé exista encore via cette appellation de vieille Europe. Donc je prends avec des pincettes. C'est d'après mon article sur les 800 pages, c'est les deux seules choses qu'il regrette. Autrement, pour la guerre, tout le reste, il est d'accord et il épingle même Colin Powell et Condoleezza Rice, où il explique que, selon lui, cette dernière n'aurait pas dû mettre les droits de l'homme au-dessus des intérêts de la sécurité américaine en promouvant la démocratie au Pakistan, par exemple. Elle a un peu abusé. Même George Bush, il s'en prend dessus. Donc, vous voyez. Mais écoutez, puisque vous citez l'establishment de la côte Est, je vais poursuivre dans cette veine parce que je vais vous parler de Davos. Et Davos, d'habitude, on a plutôt l'habitude d'en dire du mal, puisque Davos, c'était cette espèce de symposium où dans cette petite ville des Alpes suisses, on réunit 2500 décideurs économiques mondiaux qui viennent généralement se congratuler et se regarder le nombril. Donc il s'est dit un certain nombre de choses à Davos, mais il y en a une qui m'a particulièrement interpellé et que je voulais partager avec vous. En gros, on a assisté en 2009 et 2010, donc ces deux dernières éditions, au grand retour de l'État. C'était un des bénéfices majeurs de Davos, qui était en Amérique, mais également en Europe, de remettre au goût du jour l'État comme cet irremplaçable acteur d'une sortie de crise financière qui ne s'était pas transformée en dépression. Et donc, cette image forte des États à cette image forte des États a succédé en 2011, à l'édition 2011, une image d'État beaucoup plus à la peine, c'est-à-dire des États surendettés, des États sans grands moyens d'action, et ces États ont été largement interpellés par les pays dits émergents ou les économies émergées. Et c'est ça qui était particulièrement intéressant à Davos, puisque les pays à forte croissance, la Chine, l'Inde, le Brésil, etc., pour ne citer que les plus connus, se sont quand même adressés aux principaux moteurs traditionnels de la croissance mondiale, que sont l'Europe, les États-Unis et le Japon, en les sommant tout à fait courtoisement de s'attaquer à des dettes nationales qui sont censées représenter l'une des plus graves menaces pour la croissance mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'inverse s'inverse un peu le rapport de force, puisque les économies émergentes disent écoutez, vous serez bien gentil de ne pas vouloir nous saloper l'économie mondiale avec vos bulles spéculatives et vos dettes. Ça, c'est le premier sujet intéressant, mais on pourrait s'offusquer du fait que, le monde tourne et puis, nous sortons quand même un peu de l'histoire puisque c'est nous maintenant qui sommes montrés du doigt. Mais alors, le plus drôle, c'est qu'en fait, le débat a tourné autour de la question, mais en fait, ces démocraties libérales ne sont-elles pas lourdement handicapées par rapport au régime autoritaire pour prendre des mesures aussi impopulaires que la hausse des impôts et la baisse des dépenses publiques? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que
les principaux décideurs étaient là, Nicolas Sarkozy, Timothy Geithner pour les États-Unis, David Cameron, Angela Merkel. Les uns et les autres ont cherché à se dépatouiller de cette question. Et Timothy Geithner lui-même a dit, c'est vrai que notre situation budgétaire, elle n'est pas durablement tenable, et que les Chinois ont, eux, cette remarquable capacité à se fixer des objectifs à long terme et à ne pas être pollués par un débat démocratique interne, comme on le connaît aujourd'hui entre républicains et démocrates sur les rives du Potomac. Et alors, donc ce qui est intéressant, bien évidemment, je vous rassure, les grands leaders du monde occidental ont rassuré en disant oui, ça va être un peu la pagaille, mais on va y arriver. Mais il y a eu une réaction d'orgueil de David Cameron, dont on va reparler puisque c'est l'homme des aveux récemment, c'est un aveu tout à fait intéressant sur lequel je reviendrai. Donc David Cameron a quand même dit voilà, on doute de nos valeurs, on parle de l'efficacité des régimes autoritaires, mais c'est à tort, puisque d'où viennent les innovations, les nouveaux produits, les bonnes idées, elles viennent des sociétés ouvertes, donc notre modèle vaut bien quelque chose. Mais enfin, pour la première fois à Davos, qui n'est pas n'importe quel endroit, qui n'est pas n'importe quel sous-forum social avec des altermondialistes barbichus et qui se lavent pas, eh bien, nous avons eu au moins une mise sur la sellette des principaux pays occidentaux par les économies émergentes, et je pense que ce n'est que le début de cet inversement de tendance. Et si par la même occasion, c'est le modèle totalement ultralibéral, la démocratie, droit de l'hommesque qui est attaqué, eh bien, il faudra regarder ça de plus près. Je vais rester dans la dimension économique. Je sais que vous n'êtes pas fasciné par ces sujets, mais comme c'est mon dada, non, mais non, mais les auditeurs de Radio Courtoisie, si. Eux le sont. Oui. Exactement. C'est le principal. Ce qui me semblait aussi. Donc, je voulais vous parler un petit peu d'industrie. D'abord parce que, comme chaque année au mois de janvier, nous faisons le résultat du match. Et qu'une fois de plus, on va se le dire, Airbus a encore largement enfoncé son concurrent Boeing. Il l'a enfoncé dans les livraisons, il l'a enfoncé dans les prises de commandes, il l'a enfoncé dans la profondeur du carnet de commandes. Et donc ceci est tout à fait intéressant. D'autant plus que... Qu'est-ce qu'il y a, Lucien ? Bon, Lucien Valdès a du mal avec l'économie et l'industrie, c'est pour ça. Mais je vais parler de quelque chose qui lui parle, parce que d'autant plus que Airbus a quand même, EADS a quand même un petit peu de mal, parce qu'aujourd'hui il est largement déstabilisé à un an de la renversement des sièges entre Français et Allemands par la tourmente judiciaire qui touche le groupe Lagardère, et puis bien évidemment par la polémique sur les aides à l'OMC, polémique qui tournerait plutôt en faveur d'Airbus, puisque le jugement de l'OMC est plutôt sibyllin, mais reconnaît quand même que Airbus a globalement moins d'aides publiques que Boeing n'en a, du fait de son soutien très fort par les budgets militaires américains. Mais on ne peut pas s'en flatter, et je pense que le colonel Michel Goya, qui nous fait le plaisir d'être toujours là, pourra nous le confirmer. Le fait qu'Airbus ne bénéficie moins de soutien public, et notamment via des commandes militaires que son concurrent Boeing, c'est plutôt une faiblesse. Alors, ce qui, pour le coup, rend d'autant plus spectaculaire la performance, absolument. Oui, mais qui est purement commercial. Absolument. Si je peux me permettre vous avez tout de à le fait dire raison, avec un air passé. Nous souhaiterions justement que l'on soutint davantage cette belle entreprise plutôt que de lui retirer des budgets publics et de s'occuper des bruits de caniveau qui déstabilisent son management. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Toujours sur cette dynamique industrielle, on dit que la compétitivité française va être au cœur des enjeux électoraux de 2012. Pardonnez-moi, Resco Référence, de tomber là, beaucoup plus dans le local. Je voulais rebondir sur une excellente tribune de Philippe Varin, qui est le président du groupe PSA et qui l'a livré dans les Échos de cette semaine, histoire de redonner quand même quelques chiffres à nos auditeurs. Le président du groupe PSA est relativement à l'aise dans ses baskets pour parler de maintien de l'industrie en France, puisqu'il dirige un groupe qui fabrique en gros 2 fois plus de voitures en France qu'il n'en vend, qui réalise en France 85% de ses moteurs et qui est la quasi-totalité de sa ressource développement. Et Philippe Varin explique, et je pense que c'est intéressant que nos auditeurs aient ces chiffres dans l'esprit, c'est que aujourd'hui, le salaire net d'un Allemand, Philippe Varin principalement dit nos concurrents sont allemands, c'est les modèles économiques français et allemands qu'il faut comparer, et à l'heure où l'on veut absolument, notamment en termes de fiscalité, les harmoniser, il est bon de regarder les écarts en termes de compétitivité. Aujourd'hui, le salaire net d'un Allemand reste supérieur de 20% à celui d'un Français. Alors que pour l'industriel, pour l'employeur, le coût global est identique.
Alors que il y a moins de 10 ans, il était de 12% inférieur pour le français, c'est-à-dire que l'employeur français a récupéré des surcoûts en charge sociale sans que cela ne bénéficie à son travailleur. Pour vous donner un exemple, le poids des cotisations sociales représente aujourd'hui 83% du salaire net en France pour 47% en Allemagne. Et en gros, la proposition des industriels aujourd'hui, c'est bien évidemment de confirmer dans l'assise des cotisations sociales tout ce qui relève du travail, chômage, retraite, et d'en sortir ce qui n'en relève pas, famille, santé, dépendance et exclusion, qui pèsent lourdement. Aujourd'hui, nous avons effectivement, nous sommes à un tournant peut-être de la prise de conscience sur la politique industrielle. Pour en rappeler à grands traits l'historique, on peut dire que derrière le 5e plan et derrière un certain nombre d'intuitions du général de Gaulle, eh bien, l'industrialisation a été un des principaux credos politiques de Georges Pompidou. Derrière lui, avec l'immobilier, si je peux me permettre. Mais oui. Derrière lui, alors si vous avez commentaire à faire, je vais tous les citer, donc vous aurez chacun quelque chose à dire. C'est uniquement pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Et derrière lui, le calamiteux Giscard d'Estaing a certes développé la filière nucléaire, mais c'est lui le premier qui a développé le discours totalement ravageur selon lequel il faut laisser la production aux pays émergents, l'avenir économique résidant dans les services, en oubliant que la moitié des emplois de service viennent directement de l'industrie. Pendant les années Mitterrand et pendant les années Chirac, personne ne s'en est occupé, sauf Édith Cresson, mais qui n'a pas été le Premier ministre le plus emblématique et surtout le plus durable, si j'ose dire. Pourtant, c'était celle, si vous me permettez, Philippe Christel, qui avait la vision effectivement d'une politique industrielle la plus réaliste et la plus réelle. Enfin, c'est d'ailleurs absolument, c'est ce que je dis. C'est mais qui a créé notamment la première société nationale d'intelligence économique, donc sur un modèle aussi très de politique industrielle très affirmé. Non, je le rappelle pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui sont moins familiers que vous, Philippe Christel, de tous ces sujets. Mais n'oublions pas que Édith Cresson est de Châtellerault, ville de la célèbre manufacture d'armes. Qui nous rappelle aux heures, non pas forcément je ne savais pas qu'on allait faire au moins presque 2 minutes sur Édith Cresson. C'est important. C'est important. Non, les prochaines, on les fera pour. Je vous écoute comme les auditeurs de Radio Courtoisie. Ou alors c'est pour Jean-Pax Meffray la prochaine fois. Voilà, donc aujourd'hui, derrière, ça a été le cataclysme des années 90, les 35 heures au moment où la demande mondiale a explosé. En 2002, suite aux 35 heures, on a harmonisé l'ensemble des SMIC, c'est-à-dire on les a unifiés en provoquant une hausse de 13% du coût du travail, etc., etc. On a aujourd'hui donc un débat national, ça fait partie de ces grandes controverses ou thématiques que les Français adorent. Il me semble intéressant d'être tout à fait sensible à cet impératif industriel, puisque et c'est la conclusion d'ailleurs de Philippe Varin, le patron de PSA, qui a fait toute sa carrière en Angleterre et qui dit voilà, j'ai assisté peu à peu à la disparition de pans entiers de l'industrie britannique et j'ai acquis la conviction qu'un pays qui perd la maîtrise de son industrie ne la retrouve jamais. Autre élément que je voulais évoquer avec vous, et pour rester sur des sujets moins économiques et peut-être plus politiques, je voulais évoquer bien évidemment le drame qu'a connu la Russie le 24 janvier. Vous le savez, un attentat suicide à l'aéroport de Domodedovo a fait 35 morts, 130 blessés, et c'est pour moi l'occasion de rappeler, me semble-t-il, quelques éléments. Le premier, c'est que je rappelle que dans le combat contre l'islamisme, qui tient de politique et de raison de gouvernement à l'ensemble de nos dirigeants, eh bien il y a, au-delà de ce que nous a été expliqué tout à l'heure par le colonel Goya sur les pertes en Afghanistan, eh bien il y a des Européens qui meurent régulièrement ou qui meurent, si ce n'est chaque jour, dans les régions du Caucase. Ce sont les soldats russes. Les soldats, non pas les conscrits, puisque effectivement depuis une dizaine d'années maintenant, les 70 000 soldats russes qui sont prépositionnés dans le Caucase sont exclusivement des soldats de métier. Et donc les seuls Européens aujourd'hui qui régulièrement sur leur propre sol ont à souffrir du terrorisme islamiste, ce sont des Russes. Petit 1. Deuxièmement, il est aujourd'hui totalement acquis que le
séparatisme tchétchène ou ingouche qui a été, il y a encore une dizaine d'années, cause du terrorisme, n'est plus responsable aujourd'hui de la grande partie des actes terroristes. On le sait, les nationalistes tchétchènes, ingouches, daguestanais ont rallié Moscou, et c'est aujourd'hui les représentants de l'islam wahhabite qui est le mouvement contestataire et qui est à la manœuvre dans ces régions. Alors, on sait que... Peut-être préciser, parce que c'est une sorte de nébuleuse, ils veulent une république islamique. Ils veulent pas une république, un émirat. Un émirat du Caucase. Voilà. République, c'est déjà... ça va pas. Pour une république islamique, ça peut exister. Vous savez comment... Et donc le troisième élément qui me paraît important, c'est que il y a derrière la riposte russe, elle est à 3 niveaux. Et je trouve que c'est intéressant en termes d'articulation de tactique. Le premier niveau, c'est bien évidemment un niveau de maintien de l'ordre et d'intervention, mais les Russes sont tout à fait lucides sur le fait, et le patron du département des relations interethniques de l'Institut d'analyse politique et militaire de Moscou, dont je peux vous donner son nom, c'est Sergueï Markedonov, il est le premier à dire « Notre état-major est dépassé par l'activisme islamique, qu'il affronte comme une armée de maquisards verticalement hiérarchisée, alors qu'il s'agit d'une nébuleuse de réseaux informels et horizontaux. On est tout à fait les mêmes causes produisant les mêmes effets dans la discussion que nous avons eue l'heure précédente. » Donc la première réponse, elle est nécessairement à minima militaire. La deuxième réponse, elle est profondément économique, puisque l'enjeu de la Russie est très clair. Il est d'installer un coin entre les populations autochtones et puis ces combattants étrangers qui viennent des réseaux wahhabites. Et c'est un travail de longue haleine, c'est un travail sur 10 ans, avec un plan de développement qui a été doté de 16 milliards d'euros, avec la nomination d'un proche du président Medvedev et le rassemblement dans un district fédéral de l'ensemble des républiques les plus sensibles. Il y a donc un travail de long terme que les Russes ont eux-mêmes étalonné sur 10 ans et qui consiste à revivifier, pacifier, nourrir, investir dans cette région de manière à rendre totalement inacceptable pour les autochtones la présence des étrangers terroristes. Et c'est un temps long qui d'ailleurs n'est pas facilement compréhensible par les observateurs, et c'est pour ça que je veux le citer, parce que on a aujourd'hui une vision tout à fait là aussi émotionnelle de cette situation, particulièrement les médias français. En gros, chaque attentat est l'occasion non pas d'une compassion, mais d'expliquer que on voit bien que les forces de police sont totalement corrompues parce qu'ils sont infoutus de prévenir quelque attentat que ce soit. Je n'ai pas souvenir que à Madrid ou à Londres nous ayons eu les mêmes commentaires sur les forces de sécurité. Et le troisième élément qui me paraît intéressant, mais il faudrait un développement plus rapide que celui que je vais faire, c'est que, on le sait, la Fédération russe est une mosaïque de peuples qui, depuis longtemps, a une composante islamique. Musulmane en tout cas, avec un équilibre parfaitement réussi et des gens qui vivent en paix. Le plus grand exemple, c'est le Tatarstan. Et il y a aujourd'hui un consensus national, une synthèse nationale, ou plutôt une synthèse fédérale intégrant le monde russe musulman, qui est cet équilibre à préserver. L'enjeu des Russes, c'est de rester maîtres chez eux avec ce consensus et cette synthèse, sans se voir obligés sur leur propre sol une riposte à un islam qui n'a rien à voir avec l'islam traditionnellement russe. Et puis pour finir sur la Russie, puisque vous savez que nous y sommes attachés, je ne vais pas commenter mais nous avons reçu une brillante étude de notre ami Marc Rousset, qui est l'auteur de La Nouvelle Europe, Paris, Berlin, Moscou, que nous avions reçu d'ailleurs à ce micro, et qui a sorti une étude tout à fait pertinente sur les réactions et les résultats récents de la Russie en réaction à la crise démographique, et qui nous donne quelques chiffres, puisque nous avons les chiffres de 2011. Donc l'espérance de vie est en croissance, elle a pris 10 ans en 20 ans, le taux de fécondité d'enfants par femme est remonté, même s'il reste encore trop faible. Mais il y a donc, je ne vais pas rentrer dans l'ensemble des chiffres qu'il nous a donnés, mais il y a donc un certain nombre de signaux encourageants sur la remontée, le renouveau de la démographie russe.
Juste un message d'un auditeur de Radio Courtoisie qui est alors très très mécontent, qui nous dit bonsoir, le soin méticuleux pour lequel tous les présentateurs de votre radio s'acharnent depuis 2 mois à ne pas dire un mot de ce qui se passe en Tunisie et en Égypte, alors que c'est quand même 100 000 fois plus intéressant, au moins 1 million de fois je dirais, plus intéressant pour nous que par exemple les bavardages de Davos, dont on se fiche absolument. Ce silence est vraiment sidérant, cocasse, pathétique. Moi ma réponse c'est que on n'aime pas dire beaucoup de bêtises à Radio Courtoisie. Alors les révolutions qui ont à peine 1 mois, on va peut-être prendre un peu plus de recul parce qu'en ce moment, depuis 1 mois, il y a pas mal de bêtises qui se disent dans la presse écrite, aux radios et à la télévision. Alors Philippe Christel. Oui, donc il me semble que les bavardages de Davos, je pense qu'il y a un effet d'optique insuffisamment pertinent de la part de notre auditeur qui regarde le temps court. Il faut qu'il regarde le temps long et il verra que ce Davos-là a du sens. Maintenant, il a tout à fait raison et que pourquoi nous ne parlons pas de l'Égypte ? Pourquoi nous ne parlons pas de l'Égypte ? Mais pour des raisons assez simples, c'est que nous avons, il y a quelques mois, commenté un ouvrage qui avait été écrit par un garçon qui s'appelle Pascal Ménadier, qui était un ouvrage sur l'Égypte dans la collection de géopolitique à laquelle nous avions donné pas mal d'écho. Et alors, je rajoute, et qui est passé, je crois, au libre journal de Philippe Conrad dans son émission. Et alors, je vais retrouver, puisque notre auditeur, vous voyez, avait pris quelques notes, et j'avais retrouvé une excellente chronique qui avait été faite sur le site www.polemia.com où il y avait une recension du livre de ce Pascal Ménadier, et j'ai pris un exemple pour montrer qu'en fait, il y avait dans ce bouquin exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Et donc, chers auditeurs, nous n'en parlons pas parce qu'en fait, nous l'avons déjà fait, et qu'en fait, c'est déjà écrit pour ça. Mais donc, je vais vous le relire, comme ça, vous n'aurez pas été volé de l'abonnement que vous aurez certainement pris à Radio Courtoisie pour plaire au président Lesquin qui attend votre soutien. Je cite: si l'auteur accorde un long développement à l'Égypte et son environnement régional et aux relations complexes qu'impose la gestion du quadrilatère Iran, Turquie, Israël, Soudan, ou des 3 cercles, arabes, islamiques et africains de la vision géopolitique nassérienne, il n'en demeure pas moins que la clé de compréhension de la problématique égyptienne tient aujourd'hui pour l'essentiel à sa situation intérieure et aux pulsions d'une société excessivement fragmentée, tiraillée entre modernisme et islamisme, nationalisme laïque et Oumma, en bref, CNN et Al Jazeera. Les Coptes font régulièrement office de victimes expiatoires, commodes boucs émissaires chargés d'expier toutes les frustrations d'un peuple et d'une nation qui ne trouvent leur place ni dans le concert des États appelés à participer à la mondialisation heureuse sous férule américaine, ni, et encore moins à ce stade, dans un hypothétique front du refus d'obédience islamique. Et pour finir, le chroniqueur citait l'historien Philippe Conrad qui disait de l'Égypte: héritier d'une histoire plurimillénaire, l'Égypte tente de relever les défis impératifs de la modernité sans renoncer pour autant à son identité. Et c'est bien ça qui vaut le cocktail particulièrement détonnant dont il est encore bien tôt pour savoir qui sortira vainqueur. Mais voilà, en tout cas, cher auditeur, on a passé moins de temps sur la Tunisie parce que il me semble que l'Égypte est quand même une pièce plus indispensable, plus importante dans le dispositif. Mais en tout cas, les analyses de Pascal Ménadier, et il faudra, Patrick, remettre sur notre site les références de la collection, parce qu'il y avait du livre et de la collection. On avait dit beaucoup de bien de cette petite collection pédagogique, pratique et particulièrement percutante. Et l'actualité nous démontre que les auteurs de cette collection sont dans le vrai. Il faudra donc s'en souvenir, et j'espère que notre auditeur est désormais ravi. Voilà, je crois, il nous reste quelques minutes et je crois que Grégoire Gambier, vous avez une petite revue à nous. Oui, non, je résiste pas à la reçue aussi. Tout à fait. Je résiste pas à l'envie de compléter la très bonne explication de Philippe Christel sur les choix des sujets géopolitiques, en disant aussi que la Tunisie, enfin en tout cas, on avait cessé de parler de Carthage dans les micros de la radio depuis un moment, parce que voilà, Carthage est détruite et que c'est très bien comme ça. Ça n'a pas porté chance. Non, je sais bien. C'est bien pour ça.
Donc je reste un peu sur le même sujet pour saluer la deuxième livraison. Alors quand il y a un deuxième numéro d'une revue, on se dit que c'est une revue donc qui va poursuivre son aventure. Donc je tenais à signaler aux auditeurs de Radio Courtoisie la deuxième livraison de Figures de proue, le cahier de recherche sur l'héritage littéraire, culturel et l'imaginaire européen. Donc plus qu'une revue de haute tenue intellectuelle. Nous avions eu Samuel, l'acteur en chef. Tout à fait, mais vous l'aviez eu pour son premier numéro, et ça pouvait très bien être un invité comme vous en avez eu quelques-uns, des invités de passage. Là, il faut bien reconnaître qu'il continue son chemin, et donc il faut saluer cette revue donc de haute tenue intellectuelle toujours. Ce deuxième numéro est à l'image du premier. C'est un appel au voyage vers la haute mer que nous lance donc Pierre Bagnouls, le rédacteur en chef de ces Figures de proue, avec notamment donc dans cette livraison trimestrielle des textes de Nietzsche, bien sûr, de Drieux, mais aussi de Saint-Exupéry, Barrès, Plutarque, voilà. Enfin, c'est Jack London. Il y a une grande analyse que je vais. Tout à fait. En tout cas, c'est très diversifié, très stimulant, très exigeant intellectuellement. Donc, c'est parfait pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Donc, ça s'appelle Figures de proue. C'est important de signaler ce numéro 2 puisque c'est le moment de s'abonner. Je crois que l'abonnement en plus n'est pas très cher, c'est 36 € pour 4 numéros donc par an puisque c'est un trimestriel. Tout le monde l'aura bien compris. Donc Figures de proue, il y aura toutes les références, je pense, sur le blog sur le site des Chroniques de la Vieille Europe. Juste, il nous reste encore quelques secondes simplement pour vous dire que dans la dernière parution de Éléments, il y a un très 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 bon entretien avec Luc Luc Powell sur la Belgique, qui reprend l'historique de la Belgique, et effectivement je pense qu'un de ces jours il va falloir faire une émission là-dessus. Mais non, la Belgique c'est comme Carthage, on arrête. On va arrêter. Il y a Lucien Valdès qui me dit que c'est notre prochain invité, parce que moi je n'étais même pas au courant. On n'a pas eu le temps de commenter l'aveu de David Cameron sur l'échec du multiculturalisme en Grande-Bretagne. Alors qu'Angela Merkel l'a dit, la France commence à s'en rendre compte, l'Europe bouge sur le sujet. Je voulais vous en parler. Voilà. Je pense pour une fois que les Anglais ont fait quelque chose de bien, c'était quand même. Je pense qu'on le dira, mais en dernier après 2012 ils vont pas prendre de risques à parler de ça avant les élections. En tout cas, merci à tous. Philippe Christel, Lucien Valdès, Grégoire Gambier. Fin de ces chroniques sur Radio Courtoisie. Nous remercions encore le colonel Goya qui est resté avec nous pour cette dernière demi-heure. Courage de rester avec nous. Nous nous retrouverons dans 4 semaines. D'ici là, vous pourrez retrouver notre émission sur le site vieilleeurope.fr ou la réécouter jeudi soir. Bonne soirée sur Radio Courtoisie.